bienvenue à toutes et tous, bienvenue à la communauté Nexi pour cette nouvelle conférence internationale intitulée L'intelligence artificielle à portée de main, la machine meilleur allié de l'homme. Et avec nous, en duplex live, entre guillemets, nous avons d'un côté Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye, vous avez lancé The Great Village, qui permet aux individus de participer efficacement à la création d'un avenir prospère et positif pour notre humanité. Vous avez également lancé récemment The Wonders. Alors, The Wonders, c'est un accélérateur d'entreprise, mais spécialisé sur les femmes entrepreneuses qui veulent changer le monde. Vous êtes experte et conférencière, notamment pour les Nations Unies, et vous êtes membre également du conseil d'administration de Time for the Planet. Bonjour Fatou, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui et de discuter avec Thomas sur ce sujet qui, je pense, nous intéresse tous. Exactement, merci Fatou. Et effectivement, en face, de l'autre côté, lui, il est en duplex direct de Singapour cette fois-ci, Thomas Gestin. Alors Thomas, vous êtes le CEO et le cofondateur de l'agence digitale KRDS. Vous êtes également membre du conseil d'administration de différents think tanks et dont un qui s'appelle Live with AI et NXU, je ne sais pas si je l'ai dit bien, qui entendent chercher notamment à comprendre un petit peu comment vivre avec la notion et l'intelligence artificielle et la machine, et puis surtout comment anticiper un petit peu ces changements sociétaux que va générer la mise en place, en tout cas l'imprégnation dans nos vies de l'intelligence artificielle. Et vous avez également coécrit ou été auteur de différents articles autour de ça. Bonjour, comment allez-vous, mon cher Thomas? Bonjour Antoine, merci pour l'intro, merci pour l'invitation. Ravi de discuter de ce sujet qui me passionne avec Fatou aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, au programme, effectivement, on va parler d'intelligence artificielle. Et avec moi, sur le plateau, on a Quentin Colliez, qui est étudiant, lui, en 3e année chez Epitech, donc pour une formation pour devenir expert en technologie de l'information. C'est bien ça, mon cher Thomas. Et vous êtes là parce que vous êtes passionné d'intelligence artificielle. Et ça tombe bien parce qu'on va avoir 2 experts en plateau. Comment vas-tu, mon cher Thomas? Exactement, merci. Et ça va très bien. On va commencer. Je vais peut-être laisser honneur aux dames, entre guillemets, ma chère Fatou. Galanterie oblige. Alors, l'intelligence artificielle à portée de main, très bien. Machine, meilleur allié de l'homme. Réponse, oui ou non? Je pense que c'est une question qui demande bien plus comme réponse qu'un oui ou qu'un non. De mon côté, je crois créer quelque chose qui me permet de dire oui à cette question. C'est un ami, oui, mais c'est un ami, mais on a quand même besoin des hommes. Et moi, la façon dont je le vois vraiment, c'est l'humain aujourd'hui est quand même au centre et on a besoin de l'humanité, on a besoin de survivre. Et pour ça, on a besoin de la machine. L'homme permet, grâce à ses capacités inhérentes qui ont été développées par plein d'écrivains avant moi, à plusieurs capacités, et notamment celle d'avoir des émotions. Et nous, en fait, on a créé, grâce à The Great Village, une plateforme qui permet aux humains de faire appel à toutes leurs ressources et donc faire appel à toute leur humanité pour créer quelque chose, pour créer demain, pour créer un espace où l'humanité peut prospérer en harmonie avec la planète. Donc, c'est une réponse qui est un peu biaisée parce que c'est un mi-oui, un mi-non. Merci pour cette première réponse. Même question, mon cher Thomas. La machine, meilleur allié de l'homme, oui ou non? Alors oui, pour répondre, l'intelligence artificielle, il faut voir que déjà c'est un concept qui est évolutif parce que les progrès sont permanents. Donc l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ça n'est pas celle de demain. Et donc forcément, les impacts de l'intelligence artificielle aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Donc déjà, en fait, il faut se demander de quelle époque on parle. Si on parle d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, si on s'inscrit dans le temps très long, dans le moyen terme, dans le court terme, l'intelligence artificielle, c'est un outil au service de l'homme pour l'instant, du moins. Demain, peut-être moins, on verra, mais pour l'instant, c'est un outil à notre service. Et comme la plupart des outils, en fait, c'est un outil agnostique, en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Donc, on peut faire du mal avec, comme on peut faire du bien. Donc, c'est aux êtres humains créatifs de voir ce qu'ils veulent en faire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de très gros enjeux à la clé, des enjeux commerciaux, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'intérêts qui sont en place pour faire progresser cette science, énormément de fonds, les GAFA, mais pas que. Et donc, en plus, on est dans une compétition mondiale avec la Chine d'un côté, les États-Unis et même l'Europe. Et du coup, c'est une machine qu'il est très difficile d'arrêter ou même de contrôler ou d'orienter ou de ralentir. Donc, on est un peu aspiré dans cette révolution. Pour le pire comme pour le meilleur.
c'est quand même difficile aujourd'hui de pouvoir dire clairement, oui, ça ne sera fondamentalement que positif ou que négatif. On voit bien qu'il y a que ça peut amplifier certains biais, puisque la machine aujourd'hui, en fait, c'est surtout de l'intelligence qui repose sur de la corrélation. Donc, si les données qu'on lui fait ingérer à cette machine, elles sont biaisées, derrière, la machine va développer elle-même des biais. Donc, il y a du plus, il y a du moins, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre même des époques. Tout ça va évoluer, c'est ce qui fait que c'est fascinant. Ben, merci pour cette première réponse. Fatou, je reviens vers vous parce que finalement, on parle d'intelligence artificielle, on parlait éventuellement également, là, dans ce qu'on disait, de films de science-fiction notamment, mais finalement, l'intelligence artificielle, on y est déjà en fait. Exactement. Et en fait, on l'utilise tous les jours. Et moi, il y a un exemple qui m'a marqué. En fait, j'étais à la conférence C2 à Montréal l'année dernière. Et will.i.am, qui est le chanteur qu'on connaît très bien, est également un expert de l'AI. Il a créé plusieurs boîtes dans le domaine. Et en fait, il donne un exemple. Il dit, en fait, quand on va se laver les mains, on va mettre nos mains en dessous du robinet. Et en fait, la machine va voir qu'il y a une main. Donc, l'eau va commencer à couler. Il donne cet exemple. Et ensuite, il explique que lui, quand il va se laver les mains, à chaque fois, il devait tourner sa main d'un côté et de l'autre. Pourquoi? En fait, parce qu'il y avait en fait de l'AI. Il y a une partie AI dans les robinets automatiques qui reconnaît la couleur de la main, qui reconnaît une couleur. C'est que la couleur qui est reconnue est la couleur beige et non pas la couleur noire. Et donc, will.i.am étant un homme noir, à chaque fois, il devait retourner sa main pour avoir de l'eau. Et donc là, c'est vraiment la preuve, et ça revient sur ce que tu disais, Thomas, c'est que ce qu'on donne à la machine, c'est ce que la machine nous redonne. Donc, ce qu'on a donné comme information à la machine, c'est que quand on a une couleur claire qui approche, il faut allumer l'eau. Et donc, oui, aujourd'hui, l'AI fait partie de nos vies. Et en fait, il y a une problématique qui, pour moi, me touche beaucoup, c'est l'inclusion dans l'AI et l'inclusion dans la machine. Et de se dire qu'en fait, le monde que l'on crée grâce à la machine sera le même que le monde qui existe aujourd'hui, avec les mêmes inégalités, si on ne fait pas attention aux données que l'on donne à cette machine. Et je pense qu'il y a vraiment un aspect inclusion et diversité qui aujourd'hui fait partie de tout ce qui est discussion autour de Ethics for AI, donc l'éthique autour de l'IA, qui est hyper important, notamment sur ce sujet d'inclusion et de diversité qui aujourd'hui affecte chacun de nous. Merci Fatou. Je vais rebondir là-dessus, mon cher Thomas. Elle parle effectivement d'inclusion, elle parle de données derrière l'intelligence artificielle. Donc effectivement, la donnée est importante. On est dans une course à l'IA actuellement. On va parler probablement d'IA faible, d'IA forte tout à l'heure. Mais il y a énormément de startups qui se lancent dans cette future Eldorado de l'IA. Sauf qu'il y a à boire et à manger. Il y en a qui font vraiment l'IA, d'autres pas du tout, qui font finalement que du traitement de données. Oui, tout à fait. Alors déjà, le mot data lui-même, il est très galvaudé. La data, ça veut tout et rien dire. On compare ça au pétrole, mais ça ne fonctionne pas du tout comme le pétrole, parce que le pétrole, c'est fongible. Un litre de pétrole, c'est un litre de pétrole. La data, déjà, on a du mal à l'homogénéiser, on a du mal à la faire parler, elle devient très vite obsolète. Donc, si je vole des tonnes de data, c'est pas comme si j'allais pouvoir les revendre sur un espèce de marché secondaire aussi facilement que ça. Donc, c'est un mot qui veut tout et rien dire, data, il faut se méfier. Et l'IA, c'est pareil, on parle de IA washing. Évidemment, ça fait bien dire qu'on fait de l'IA, mais en réalité, les gens n'en font jamais autant qu'ils le prétendent. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le mot IA, quand on parle d'intelligence artificielle, ça n'est pas un concept binaire. Ça n'est pas soit on est intelligent, soit on ne l'est pas. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'intelligence plus largement, l'intelligence humaine. Et l'intelligence en général, si on regarde celle des animaux, c'est un continuum. On est plus ou moins intelligent, on est plus ou moins capable. Et d'ailleurs, ça n'est même pas un continuum sur une seule dimension, c'est un continuum sur plusieurs dimensions. Donc, par exemple, quelque chose tout bête comme calculer. On a des machines à calculer. La pascaline, la machine à calculer inventée par Blaise Pascal au XVIIe siècle, c'est pas nouveau. Et ça permet de faire des calculs que nous, on n'arrive pas à faire. Donc, en fait, pour moi, l'intelligence, parce qu'on peut aussi revenir à cette définition, l'intelligence, et il y a autant de définitions que de gens qui veulent la définir, pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de tout ce que j'ai pu lire, ce qui semble revenir le plus à chaque fois, l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est la capacité pour une machine
c'est-à-dire autre chose que l'homme, la capacité à résoudre des problèmes. Et donc, dans ce sens-là, une machine à calculer, les premières datant du XVIIe siècle, étaient déjà des formes d'intelligence artificielle. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est un continuum, ça n'est pas nouveau. Par contre, c'est vrai que ça s'accélère, puisque maintenant, on a des IA qui peuvent reconnaître des formes sur des visages, enfin sur des photos, qui peuvent même, sur la base d'une question, répondre et pondre un texte qui fait à peu près sens. Donc, les progrès sont fulgurants depuis quelques années. C'est pour ça qu'on en parle. Mais en fait, il faut bien comprendre que sur le concept, ce n'est pas nouveau. Et donc, comme c'est un continuum, oui, on a des entreprises qui en font plus ou moins bien. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ceux qui sont les mieux armés quand même pour en faire de la façon la plus spectaculaire, ça reste effectivement les GAFA. Donc, on a les deux plus gros labos d'IA dans le monde aujourd'hui. Il faut bien comprendre que c'est DeepMind de Google et on a OpenAI qui a été racheté par Microsoft, enfin, qui est largement financé par Microsoft. Après, on a le labo de Facebook qui arrive pas très loin derrière avec Yann Lequin, notre Français Cocorico qui est aux États-Unis depuis des années, qui a la nationalité américaine. Donc, c'est eux quand même qui ont les moyens de recruter les meilleurs chercheurs et de mettre au point les IA qui sont les plus spectaculaires. Dernièrement, c'est vraiment DeepMind qui avait mis au point ce logiciel qui avait pu gagner aux jeux de Go et aux échecs face aux plus grands champions. Et d'ailleurs, on parlait de ce qu'on faisait ingérer plutôt à la machine pour la faire progresser. Mais en fait, dans l'IA, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs façons entre guillemets, de développer une intelligence artificielle. Et alors, pour faire simple, il y a une première méthode qui consiste effectivement à faire ingérer de la data à la machine, la data qui est étiquetée. On a dit ce qu'il y avait dessus. Donc, par exemple, des milliers de photos de chats et des milliers de photos d'autres choses que d'un chat. Et on dit bien à chaque fois ce qu'est un chat, ce qu'en est pas un. Et au bout d'un assez grand nombre de photos de chats, l'IA est capable de dire si sur une nouvelle photo, il y a un chat ou pas. Mais il y a aussi une autre forme d'IA qui est l'IA qui va apprendre toute seule et qui va créer ses propres data. Et c'est ce qu'a fait DeepMind, notamment avec le jeu de Go et même les échecs, où dans une première version, en fait, oui, on l'avait éduquée avec toutes les parties des grands maîtres des 300 dernières années, mais dans une deuxième étape, en fait, on l'a laissé jouer avec elle-même, et en quelques heures, en fait, elle a atteint un niveau très largement supérieur à celui des plus grands maîtres dans le monde. Tant et si bien que, à la fois aux échecs et aux jeux de Go, que Kasparov a dit que si des extraterrestres arrivaient sur Terre pour jouer aux échecs, ce serait ce genre de jeu qu'ils pourraient éventuellement jouer, parce que la machine faisait des mouvements qu'on n'avait jamais vus, qui avaient sidéré les plus grands maîtres. Donc oui, il y a des IA qui ingèrent de la data, qui peuvent recopier nos biais, mais on a même des IA qui apprennent toutes seules, qui créent leur propre data pour apprendre et dépasser les capacités humaines, sur certaines dimensions seulement, pour l'instant. Bien, on va revenir sur cette notion d'IA forte parce qu'on est un petit peu à la limite. Je vais profiter d'avoir Quentin sur le plateau. Quentin, donc étudiant en troisième année d'Epitech, peut-être une question toute bête pour commencer. Quentin, comment tu vois toi l'intelligence artificielle à ton niveau ici à La Réunion en tant qu'étudiant? Moi, ce que je vois, c'est que globalement, dans beaucoup de cas, on parle d'intelligence artificielle alors que c'est plus de simples algorithmes, je trouve. Après, à voir quelle est la différence vraiment entre ces deux termes, mais je pense qu'il y a vraiment un bel avenir parce que ça peut réaliser beaucoup de choses que nous ne sommes pas capables de faire actuellement et qui est déjà disponible, notamment comme l'a dit Thomas, on a pu voir avec DeepMind, notamment sur le jeu de Go, etc. Ça a créé des sensations qui étaient très profondes chez certaines personnes car elles n'avaient pas vu venir ce qui allait se passer. Mais on peut trouver aussi également qu'il y a quelques mauvais côtés également, notamment si on part sur ce qui est arrivé à Twitter récemment, notamment sur la reconnaissance d'images pour mettre en avant le contenu le plus important sur une image. On avait pu voir qu'il avait un caractère plus ou moins raciste, notamment sur la manière de qui va afficher ou non en premier sur une image si l'image n'est pas assez grande pour entrer dans la prévisualisation. Bien, merci pour ces éléments, Quentin. Fatou, Thomas le disait très bien, l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais finalement, ça existe depuis les années 50, si je ne dis pas de bêtises, avec une véritable accélération sur les dernières années. On parle beaucoup d'IA forte, donc une IA qui aurait conscience d'elle-même. C'est ce que cherche, entre guillemets, on est dans une sorte de nouvelle guerre des étoiles entre la Chine et les États-Unis. Quel est ton regard par rapport à ça ? Moi, je vais avoir un regard très humaniste sur le sujet, étant donné que je suis plus pour l'homme que pour la machine, pour être honnête. Donc, moi, ma vision, c'est vraiment plus de se dire que la machine doit servir l'humain et cette IA forte dont on parle tant, certes, ça crée cette battle des mondes, en quelque sorte.
Mais aujourd'hui, la vraie problématique, c'est qui contrôle ces machines, parce que la personne qui contrôle ces personnes, et du coup ces GAFAM dont on parle, qui contrôlent ces machines, contrôlent le monde aujourd'hui. Et ce qui veut dire que le monde qu'on est en train de créer à travers ces technologies et à travers le pouvoir qui est donné, qu'a pris et qui est donné à ces GAFAM, est en train de construire un monde qui est à l'image de ces GAFAM, mais qui n'est peut-être pas à l'image de l'humanité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même 8 milliards, et que le fait qu'il y ait des pays où il y a des dirigeants qui ont été élus grâce ou à cause de ces technologies, de ces machines de AI qui sont sur les réseaux sociaux et qui permettent de pousser des messages, qui permettent de faire élire ces dirigeants qui aujourd'hui contrôlent des pays. Pour moi, l'IA forte, c'est plus une problématique et plus un problème. Et je reviens vraiment sur ce côté de, voilà, quelle est l'éthique derrière tout ça et quel est le pouvoir qu'on donne aux hommes aujourd'hui. Donc, ces hommes qui sont en train de participer à la création de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles machines, comment est-ce qu'elles sont dirigées? Quels sont leurs mindsets? Quelles sont leurs valeurs? Et pour moi, ce mot valeur est vraiment très important. Et je trouve que quand on parle de technologie, on ne parle pas assez de valeur. On ne parle pas assez de quels sont les messages qui sont portés, quelle est la vision du monde qu'on a avec ces machines. Et je pense que Thomas, tu es assez d'accord avec moi sur la partie valeur et notamment sur le fait que ces machines peuvent aider à créer un monde plus inclusif, plus durable, en apprenant et en sachant peut-être plus que les humains, mais en donnant du coup cet apprentissage aux humains pour pouvoir créer vraiment ce monde dans lequel on a vraiment envie de vivre et où on peut prospérer. Mais est-ce que Thomas a vu l'évolution extrêmement fulgurante de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre de l'éthique au milieu de tout ça? C'est la grande question du siècle, effectivement. Rien n'est moins sûr. Parce que, en fait, l'idée, c'est de savoir si on peut inculquer nos valeurs à une IA qui deviendrait aussi intelligente que nous. Mais le problème, c'est que si elle devient aussi intelligente, déjà, rien ne dit qu'elle est obligée de s'arrêter à notre niveau d'intelligence. Elle peut même devenir plus intelligente, au sens de plus compétente. Donc après, si elle développe effectivement une conscience d'elle-même, ce qui est loin d'être évident, parce que conscience et intelligence, il y a un grand débat pour savoir si ça va de pair. On peut imaginer une machine très intelligente, mais très froide, aucune émotion, très capable. Elle fera mieux que nous à peu près tout, mais à la limite, elle n'aura pas vraiment de conscience. Donc, si cette machine elle devient de plus en plus compétente et que pour elle, le but, c'est d'optimiser toujours plus ses calculs par rapport au premier objectif qu'on lui aura donné, il y a cette fameuse parabole qui veut qu'elle va transformer tout l'univers comment dire, si son objectif premier, c'était de fabriquer des trombones, en fait, elle va s'emballer, elle va mettre toute son intelligence au service de fabriquer toujours plus de trombones, transformer tous les atomes de l'univers en trombones. Donc, il y en a certains, des gens très sérieux, qui expliquent qu'on pourrait basculer dans un tel délire. Mais bon, encore une fois, rien n'est moins sûr. Donc, pour l'instant, on en est très très loin. À la limite, il y a bien d'autres problématiques à rattacher à l'IA, bien plus de risques, notamment pour tout ce qui est des biais, comme on a pu le dire, notamment pour ce qui est des armes autonomes, des armes qui utilisent l'IA pour pouvoir mener la guerre, en fait. Donc, quelque part, ça peut libérer vraiment certains chefs de guerre qui n'auront pas à aller sacrifier le sang de leurs troupes, en fait, avec des machines bien plus performantes, capables de réagir au quart de tour. Donc, ça, c'est un énorme enjeu, en fait. Et malheureusement, encore une fois, là, on se retrouve dans une course en avant inarrêtable, avec les Russes, les Chinois, les Américains, inarrêtables. Et donc, ce qu'on met en avant comme des technologies d'autodéfense, ça peut très bien devenir des technologies d'attaque. Donc, bon, il y a des enjeux déjà de ce point de vue-là. Et après, oui, à terme, il y aura un vrai enjeu si la machine devient vraiment très compétente et si elle s'affranchit de notre agenda, de la même façon que nous, on regarde les fourmis en se disant, bon, on leur veut pas de mal, mais si on veut construire une autoroute sur la fourmilière, on va pas se gêner non plus, quoi, parce qu'au bout d'un moment, on a un autre agenda. Donc, si, je veux dire, la machine, elle, si elle commence à raisonner à un 6e niveau qui nous dépasse complètement, oui, on pourra devenir, à la limite, alors qu'elle aurait été construite pour nous servir, en fait, elle va se dire, mais attendez, moi, j'ai plus besoin d'eux. Mais là, encore une fois, c'est très, très hypothétique, c'est assez loin dans le temps, donc il n'y a pas de consensus du tout sur ces questions. Et je rajouterais qu'en fait, le futur, on ne peut pas vraiment le prédire. La seule chose qu'on peut faire, c'est créer le futur. C'est à nous d'être acteurs aujourd'hui si on veut voir quelque chose qui nous plaît à terme avec ces machines.
Oui, Justement, on il dit y a que… beaucoup de promesses, effectivement, quoi qu'il arrive, et c'est ce qui motive les GAFA, parce que ne serait-ce que dans la santé, pour faire progresser la recherche médicale, on est capable de découvrir des nouvelles molécules intéressantes bien plus rapidement qu'avant. On parle bientôt de prix Nobel qui pourraient être décernés entre guillemets à des labos d'IA, parce qu'on pourrait mettre à jour des découvertes extraordinaires. On a dans toutes sortes de domaines beaucoup à apprendre, parce qu'il faut bien voir aussi qu'encore aujourd'hui, même si on sanctifie le travail, il y a beaucoup des métiers d'aujourd'hui qui sont quand même assez aliénants, répétitifs, quelque part mauvais pour la santé, fatigants. Si on peut se délester de toutes ces tâches répétitives, ennuyantes, fatigantes auprès des machines et des IA, ce serait comme un progrès. Et l'IA et la robotique nous tendent les mains pour cela. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas jouer au ludique, il ne faut pas refuser ce progrès-là. Au contraire, c'est une chance. Je veux dire, si demain, on a des voitures autonomes partout et qu'il n'y a plus de morts du fait d'accidents de la route, et c'est un progrès. Si demain, un aveugle, une personne âgée ou un enfant, il peut se balader tout seul sans avoir à payer un taxi ou plus facilement, je pense que c'est un progrès. Donc l'IA, évidemment, c'est le sens de l'histoire. Depuis la nuit des temps, on se développe des outils. Là, mais par contre, là, c'est vrai qu'on va passer un cap existentiel qui est vraiment du même niveau que l'invention de l'agriculture et ensuite l'invention de la machine à vapeur. Là, on passe encore un cap dans cette espèce de développement exponentiel assez sidérant, mais il y a quand même beaucoup de raisons de penser que c'est pour le meilleur. Après, il y aura aussi des problématiques à gérer, mais on a vu que l'homme, quelque part, même s'il y a de grandes crises, on arrive jusqu'à maintenant, on a quand même évité le pire. Avec l'arme atomique, par exemple, on a quand même réussi à faire attention. Donc, mais rien n'est à exclure, mais au final, l'humanité sait se prendre en main quand vraiment les choses deviennent vraiment très graves. Donc, moi, je suis quand même optimiste. Et Fatou, justement, je sais que toi, tu l'es très optimiste par rapport à ça. Maintenant, il y a quand même des choses anxiogènes qui sont liées à l'IA. Les films de science-fiction nous ont habitués à ce que ce soit anxiogène, parce qu'ils ont toujours vu l'IA prendre le pas et devenir méchant sur l'homme dans tous les films qu'on a eus. Toi, tu dis qu'effectivement, ce qui est important, c'est l'humain qui a derrière. Comment tu penses pouvoir faire en sorte que ce soit les bons humains qui soient derrière? Parce que finalement, si on a le mauvais humain, l'IA sera mauvaise. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Si on a les mauvaises personnes derrière l'IA, on aura un mauvais IA. C'est ce que disait Thomas, garbage in, garbage out. Et comment faire? Je pense que c'est une problématique qu'on a en tant qu'humain depuis la nuit des temps, à savoir la diversité, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'étudiants? Et donc, du coup, notre cher étudiant d'Epitech pourra en témoigner, des étudiants qui viennent de parcours complètement différents, qui ont des histoires complètement différentes. Ça commence depuis l'éducation, ça commence au fait d'avoir accès à ces formations. C'est d'avoir des écoles d'IA dans tous les pays du monde accessibles à des jeunes qui aujourd'hui n'ont peut-être même pas accès à l'eau, mais qui au final, comme disait Thomas, la data devenant plus important que l'or ou que l'eau, ce serait voilà, qu'ils aient accès à cette éducation. Et ce travail de diversifier les populations, ça passe également par les investissements. Donc, que ce soit des boîtes d'investissement qui décident d'investir dans des boîtes d'IA venant de pays complètement différents, que ce soit les GAFAM qui, du coup, embauchent également des profils différents, parce que je pense que je ne vais pas vous citer le nombre d'études qui ont été faites sur les profils des techs, qui sont, je crois qu'on est sur quoi, 10, tu me corriges Thomas, 10-15% de femmes sur tout ce qui est domaine de l'IA, dans la création de l'IA. Voilà, C'est vrai que c'est très faible. C'est pas assez. Et c'est clairement, pour moi, si je dois avoir quelque chose de pessimiste, ce serait vraiment sur cet aspect-là, sur la diversité des profils. Parce que le jour où on arrive vraiment à travailler sur ça, la deuxième étape sera de travailler sur le set de valeurs. Mais le premier set, pour moi, c'est vraiment l'inclusion et la diversité. Ensuite, pour ce qui est du set de valeurs, qui du coup permet de définir qu'est-ce que c'est que le meilleur. Parce que Thomas, tu disais, l'IA peut permettre de créer le meilleur. Mais le meilleur, en fait, pour toi et le meilleur pour moi ne veut pas dire la même chose que le meilleur pour quelqu'un d'autre. Pour certains, le meilleur, c'est de faire plus d'argent. Pour d'autres, le meilleur, c'est de sauver le plus de personnes de maladies. Le meilleur, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais je pense que ce qui définit le meilleur, c'est notamment ses valeurs. Et c'est vraiment avoir cette vision identique du monde dans lequel on a envie de vivre. Est-ce que c'est un monde où les eaux, elles sont complètement propres, où on peut respirer un air qui est respirable, où les maladies telles que le coronavirus sont détectables tellement vite qu'au final, on n'a même pas besoin de passer par des pandémies?
pour moi, c'est ça le meilleur. Après, la question, c'est est-ce que c'est le meilleur également auprès de ces dirigeants de l'IA? Et est-ce qu'en permettant d'avoir à des personnes de background et d'histoires complètement différentes, d'avoir accès à l'éducation et donc d'avoir accès à ces postes stratégiques de création d'IA, est-ce que ça peut permettre de créer un IA qui soit meilleur? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une des solutions, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui existent. Alors, on profite justement de la présence de cette jeunesse étudiante de l'éducation, puisqu'on en parle avec Quentin. Quentin, comment toi tu vois le meilleur? Comment tu te vois utiliser l'intelligence artificielle? Et puis, je rebondis sur la question de Fatou. Est-ce qu'il y a de la diversité chez Epitech? Est-ce qu'il y a des filles? Justement, au niveau de la diversité, je trouve que ce n'est pas que dans l'IA qu'il y a ce souci-là. Je pense que c'est partout au niveau du digital et de l'informatique en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, il y a des associations qui se lancent là-dessus, notamment Emma, qui est très liée à Epitech. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de diversité dans le monde de l'informatique en général. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse un gros travail de sensibilisation là-dessus pour essayer qu'il y ait le plus de monde possible qui ait accès à des études au niveau de l'informatique. Parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui à l'école, quand on est rentré en première année, on était 55 et il devait y avoir 5 filles au total dans la promotion. Du coup, ça représente très peu de personnes. Et encore, à La Réunion, on avait eu la chance d'avoir un des taux les plus élevés de filles dans notre promotion. Donc, d'un côté, ça peut être une fierté pour dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, mais d'un autre côté, 5 filles sur 55 personnes, ce n'est pas énorme non plus. Après, c'est vrai que, toujours pour rester dans cette diversité-là, il faudrait vraiment qu'on puisse mettre en place une éthique, mais commune à tout le monde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se mette tous plus ou moins d'accord sur comment avancer et pas que tout le monde avance dans son coin et que tout le monde essaye de faire le monde à sa manière pour qu'on puisse vraiment avancer ensemble et de la meilleure façon possible. Ouais, c'est un vaste débat parce qu'on va se confronter à des cultures différentes. Je reviens avec toi, mon cher Thomas. On parlait de métiers tout à l'heure. Tu parlais de métiers un peu répétitifs et que l'IA et la robotique allaient forcément pallier à ça et nous permettre d'aller peut-être sur des métiers plus importants. Mais finalement, l'IA va un peu disrupter tous les métiers. Tu parlais de santé. Moi, à mon époque, être radiologue, c'était un beau métier. Être radiologue, c'est plus forcément un métier d'avenir avec ce qui se passe. Oui, clairement, hein, tout ce qui suppose d'identifier des corrélations ou de manipuler des symboles, tout ça, c'est ce que l'IA sait très bien faire. Et paradoxalement, en fait, ce qui est le plus dur, c'est ce qui reste, c'est la robotique, en fait, entre autres. C'est la robotique et le rapport humain. C'est ce qui reste le plus dur. Donc, c'est beaucoup plus dur, par exemple, on va dire, d'automatiser un plombier que d'automatiser un radiologue. C'est assez incroyable comme revers de l'histoire. Et donc, oui, tous les métiers. En fait, il faut distinguer. Disons que c'est une matrice avec 4 cases. Vous avez les tâches manuelles, les tâches intellectuelles, et après vous avez les tâches répétitives et les tâches, on va dire, créatives ou non répétitives. Donc, si vous faites un travail manuel qui n'est pas répétitif, ça va être très compliqué pour l'IA et la robotique de le reproduire. Si c'est du répétitif, que ce soit, on va dire, intellectuel ou mécanique, physique, là, ça c'est très, très compliqué pour vous. Mais si vous êtes dans le rapport humain, et ce que j'explique, c'est que, en fait, le métier de médecin, en fait, il va se transformer en réalité en métier d'infirmier, parce que la partie, on va dire, doctorale ou la partie purement scientifique relative à la connaissance apprise pendant des années et des années de bachotage à la fac, cette partie-là, en fait, l'IA va savoir faire bien mieux parce que un médecin peut faire tout ce qu'il veut, il peut même pas possiblement digérer tout ce qui est écrit chaque jour en médecine, c'est impossible, il peut pas l'absorber, il peut pas le comprendre, il n'a pas le temps. L'IA elle fait ça en clignant des yeux, pas de problème. Donc qu'est-ce qui reste au final? En fait, ce qui reste, c'est les qualités d'une infirmière, d'un infirmier. Et donc, en fait, paradoxalement, le métier de médecin va devenir un métier d'infirmier et Dieu sait qu'on va en avoir besoin. Et c'est une chance parce que c'est quelque part, pour le coup, plus simple de former une infirmière, un infirmier qu'un médecin. Un médecin, ça prenait tellement d'années. Et quand je pense à tous ces pays où il manque de médecins, ou même en France, l'expérience d'être chez le médecin, mais c'est une catastrophe. On doit attendre dans une salle d'attente, ou d'ailleurs on peut se faire contaminer par ceux qui ont peut-être le Covid. On s'en rend compte peut-être plus maintenant. C'est une expérience arriérée. Demain, on pourra se faire diagnostiquer sans doute via son appli qui va pouvoir, à qui on va parler, ou on aura peut-être des dispositifs dans lesquels souffler à la maison, donc on sera tout de suite. Et puis si on a besoin de soins et autres, là on ira voir un cabinet d'infirmiers ou d'infirmières. On peut imaginer ce genre de pratique. Donc voilà, il y a des métiers qui vont être paradoxalement simplifiés. Et pour le meilleur, d'une certaine manière. On va en revenir au côté humain, mais que je relativise aussi parce qu'il ne faut pas croire que le côté humain va rester comment dire, hors d'atteinte éternellement.
parce que, si vous voulez, j'aime bien cet exemple, en fait. Ils se sont aperçus que dans une maison de retraite, quand on y mettait un petit robot avec lequel les personnes âgées parlaient, eh bien, les gens étaient tout de suite plus joyeux. Alors oui, vous me direz, oui, mais c'est mieux qu'ils puissent parler à d'autres êtres humains, certes, mais quand il n'y en a pas, qui sont là, ou qui n'ont pas la patience ou pas le temps, c'est mieux que rien. Et en fait, on s'aperçoit que quand on mesure leur bonheur et même leur longévité, ça a un impact très positif. Les gens sont contents d'avoir un petit robot qui se balade partout. Et pire encore, en fait, les gens se confiaient plus naturellement aux robots qu'aux infirmières. Parce que comme ils savaient que les infirmières étaient de réels êtres humains, ils n'osaient pas leur dire qu'elles n'avaient pas pris les médicaments. Alors qu'en fait, la parole se libère beaucoup plus quand on parle à un robot. Donc c'est assez paradoxal, parce qu'on parle des rapports humains, mais en fait, parfois, c'est inhibant. Et on le voit aussi dans le rapport prof-élève. Parfois, quand on a un prof sur son dos là, qui nous demande « Alors, t'as compris, t'as compris, t'as compris ?» C'est oppressant. Oui, j'ai compris. En fait, il n'a rien compris. Mais quand c'est une machine qui demande gentiment « Ah non, tu n'as pas compris, refais l'exercice », en fait, ça nous libère. On est beaucoup plus enclin à essayer, à réessayer jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc, en fait, le côté humain, il peut être aussi inhibant parfois. C'est ça qui est assez dingue. Et la machine, elle sait parfaitement jouer. Et on n'en est qu'au tout début. Donc, que ce soit dans les maisons de retraite, que ce soit dans l'éducation, il ne faut pas croire. Quand on va avoir des avatars qui miment un visage, qui parlent à la perfection, on croirait voir un être humain et qui réagissent au quart de tour à ce qu'on dit de façon pertinente en disant ce qu'on a envie d'entendre ou parfois ce qu'on n'a pas envie d'entendre pour garder une part de surprise, ça va devenir très troublant. Et si maintenant, ce n'est pas juste sur un écran, c'est incrusté en 3D de façon photoréaliste dans mon environnement avec mes lunettes de réalité ou mes lentilles, une petite lentille à peine embêtante comme ça qui me projette dans un univers de réalité augmentée. Donc ça va être assez sidérant. Donc c'est toujours pareil, quand on parle d'IA, on a tendance à penser à ce qu'on voit aujourd'hui, voir ce que nous montrent les films de science-fiction, mais des fois les films de science-fiction, ils pêchent par timidité. Hein. Donc sur certains aspects, ils ont vu trop loin, sur d'autres, ils ont clairement vu trop proche. Moi, ce qui me fait marrer, par exemple, dans Star Wars, c'est que alors, ils peuvent vous retransmettre Yoda de l'autre galaxie. Par contre, il n'y a que la couleur verte. Quoi. Ils n'ont pas le bleu, ils n'ont pas le rouge. Quoi. Ils peuvent vous télétransporter quelqu'un en 3 dimensions, mais juste une seule couleur. Ça n'a pas de sens. Donc, on les voit dans ces films de futuristes un peu rétro. Ils sont complètement trompés sur le futur. Donc, je pense qu'on va être assez surpris. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a la chance de vivre dans le 21e siècle. Ça va être je veux dire, il n'y a pas un meilleur moment pour être un être humain sur cette planète. Les 30-40 ans qui s'annoncent, ça va être complètement dingue. Vu la rapidité de ces progrès, encore une fois, ça ne sera pas forcément que pour le meilleur, mais ça va être fascinant à suivre. Et je voulais rebondir en fait sur ce qu'on a dit avant, parce que cette histoire de biais, de manque de diversité, c'est vrai, mais ce qui est aussi paradoxal, c'est que parfois l'IA permet de le dépasser, ce problème. Et je vais prendre un exemple assez inattendu. Regardez TikTok. TikTok, c'est une appli éditée par ByteDance, qui est le nouveau géant du digital en Chine, qui a explosé de nulle part et qui en fait est en train de passer devant Alibaba, Tencent et les autres géants chinois, et qui est en train même, pour la première fois, on a un logiciel chinois qui sort de Chine et qui est en train de conquérir le monde. On l'a vu aux États-Unis avec la politique de Trump qui s'en inquiétait, etc. En fait, ce qui est incroyable avec TikTok, c'est que si on se demandait, tiens, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le feed de ces utilisatrices, de ces collégiennes américaines, etc., à l'ancienne, on se serait dit, il me faut une équipe d'éditeurs qui comprennent bien la collégienne américaine. Donc, il faut que je recrute un peu partout, de tous âges, de toute origine. Il faut qu'il y ait la diversité, sinon on ne va jamais leur proposer quelque chose d'intéressant. Et donc ça, c'est l'ancienne approche. Après, il y a eu l'approche Facebook où là, non, on ne s'occupe pas d'être des éditeurs, on laisse les amis se partager des choses, très bien. Mais en fait, on s'aperçoit que parfois, les amis partagent des trucs chiants. Et c'est en fait le feed Facebook, au bout d'un moment, il peut devenir ennuyant. Et TikTok, ils sont arrivés, ils se sont dit, écoutez, nous, on ne va pas être des éditeurs, on va laisser la machine, on va tester 2-3 vidéos par-ci par-là, et à la fin, en fait, la machine va apprendre, elle va nous donner ce qu'on aime. Et en fait, TikTok, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on démarre sur TikTok, on n'a pas besoin de suivre X ou Y, en fait. La machine nous soumet des petites vidéos par-ci par-là, et après, elle apprend, et elle apprend ce qu'on aime. Et en fait, les gens deviennent tous accros, parce que la machine apprend à nous connaître parfaitement. Et en fait, elle apprend à donner à chacun ce qu'il a envie de voir ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'il aime pour le rendre accro. Et le feed de chacun est différent. Donc, il y a une diversité extraordinaire dans les contenus. Et il n'y aura pas 2 feeds pareils, parce qu'on est tous différents. Et en fait, l'IA arrive à comprendre cette différence. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand il y a assez de data, et justement, l'IA peut servir à créer de la data pour mieux la comprendre derrière, pour mieux nous servir ce qu'on aime. Donc, en fait, on peut dépasser ces problématiques de diversité à un moment donné quand il y a un niveau d'intelligence artificielle suffisamment élevé
pour pouvoir nous apporter ce qu'on aime, apprendre à nous connaître mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Il y a Yuval Noah Harari qui a beaucoup écrit sur ces sujets-là aussi, c'est vrai. Parce qu'en fait, on se surestime assez largement la machine humaine. Il explique dans son livre, Yuval Noah Harari, il dit que lui, il a découvert qu'il était gay très très tard dans sa vie. Alors qu'en fait, aujourd'hui, une machine, si elle pouvait analyser tous ses comportements, tous ses regards, ses battements de cœur ici et là, en fait, la machine aurait deviné qu'il est gay bien plus tôt que lui. Donc, on a tendance à comment dire, à idéaliser ou à exagérer la complexité de l'être humain à bien des niveaux. On est quand même assez simple, assez primate, assez instinctif. Et l'IA, en fait, elle arrive assez vite à nous cerner finalement. Donc, les problématiques de diversité et de représentation, c'est vrai. Mais en fait, je pense que l'IA va même nous permettre de le dépasser beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Après, il sera, tu le dis très bien, il sera un peu à double tranchant, Fatou, parce que ce que dit très bien, effectivement, là, le côté rose de l'histoire, Thomas, il y a le côté noir aussi. On a vu que l'intelligence artificielle et les algorithmes ont permis des choses pour faire passer un Trump aux États-Unis, un Bolsonaro au Brésil. Donc, on poussait des choses qui, à la base, étaient peut-être bien faits par l'algorithme, qui finalement ont des effets peut-être pervers, négatifs. Comment tu vois ça, toi ? Alors, tu t'adresses à Fatou ? À Fatou, ouais. Mais je ne sais pas si elle m'entend encore. Avec Thomas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Thomas, mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui est conscient et puissant. Quand on est conscient qu'il y a des biais, du coup, on a la puissance et on a le pouvoir pour créer un système qui permet de les contrecarrer. Et c'est exactement ce qu'a fait TikTok. C'est un super bon exemple. Et l'exemple que tu viens de donner, les exemples que tu viens de donner, Antoine, sont clairement dans le sens inverse, où on s'est dit « Ah bah tiens, c'est vrai que j'ai conscience que je peux jouer avec les Facebook des gens et donc du coup, je peux leur montrer des feeds qui vont leur donner des idées. Ah bah super, du coup, ça me donne la puissance de pouvoir les faire agir où j'ai envie de les amener. » Donc, je pense qu'en fait, on parle du même sujet avec des exemples et des contre-exemples, mais ce qui revient toujours, c'est vraiment le côté pouvoir, quoi. C'est le pouvoir qu'apportent ces machines qui, comme tu l'as dit Thomas, peuvent apporter du bon et malheureusement peuvent aussi apporter du moins bon, quoi. Je vais rester sur le lien humain dont parlait Thomas. Fatou, je reste avec toi. Et la notion de sublimer ce lien humain, et j'irai même jusqu'à l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, pardon. Dans ce combat-là, les femmes ont un poids, ont un coup à jouer, même si elles ne sont pas très bien représentées. Je sais que avec ton combat chez The Wonders, qu'est-ce que tu mets, toi, en place pour essayer d'attirer les femmes, justement, dans ces domaines-là ? Thomas l'a mentionné un peu plus tôt, c'est l'industrie, le domaine du care, on a cité les infirmières, mais c'est tous ces domaines où les femmes ont, et ça c'est les études qui l'ont prouvé, ont tendance à avoir plus d'émotions, des émotions différentes et qui permettent du coup d'avoir plus ce côté de on prend soin des autres, et c'est pareil, on revient sur ce set de valeurs, et nous on le voit bien chez The Great Village, parce qu'on a 75% de femmes entrepreneuses dans la communauté, et on leur a demandé, on a fait des études pour comprendre pourquoi on avait autant de femmes, et une des raisons était parce que les projets qu'on portait étaient des projets engagés, étaient des projets qui permettaient de créer des projets à impact positif, qui impactaient des jeunes, des personnes âgées, etc. Donc, il y avait vraiment ce côté, on veut aider, on veut soutenir. Et je pense que ça a été prouvé plusieurs fois que c'était quand même les femmes qui avaient ce pouvoir en quelque sorte, qui est bien entendu partagé avec les hommes. Je n'enlève rien du tout aux hommes, mais c'est quand même quelque chose, et on l'a également bien vu dans toutes les présidentes et les chefs de pays. Donc, en Nouvelle-Zélande, notamment avec Jacinda Ardern, tous ces pays qui ont réussi à gérer la crise du coronavirus un peu mieux que les pays qui étaient gérés par des hommes. Et ce qui est ressorti, c'était le côté émotion. Donc, que n'a pas encore la machine, mais comme disait Thomas, ça va peut-être bientôt arriver. Mais ce côté, voilà, je veux faire du bien, je veux aider et je travaille en collectif. Et ça, je pense que pour moi, c'est quelque chose que la machine ne sait pas encore faire et je pense qu'elle arrivera à le faire parce que c'est une machine apprenante. Mais le fait de travailler en collaboration, c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui assez unique à l'homme. Et c'est sur quoi se base The Great Village et The Wonders. The Great Village étant une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident, qui s'offrent des ressources, qui troquent des ressources. Et cette notion de troc, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un concept qui est né il y a maintenant des milliers d'années et que nous, on a remis au goût du jour en se disant, en fait, on a tous quelque chose à offrir et on n'a pas besoin d'argent pour faciliter ces transactions. Et le fait que, voilà, on peut offrir que ce soit un sourire, ou bien on peut offrir 1 heure de son temps pour écouter quelqu'un, on peut offrir un logo designé, on peut offrir un peu ce qu'on veut, mais on offre en fait la ressource qu'on a à l'intérieur de soi. Et la raison pour laquelle notre entreprise marche,
c'est certes le tangible, donc on peut échanger quelque chose de tangible, mais c'est surtout l'intangible. C'est ces great vibes qu'aujourd'hui la machine n'a pas. Voilà, on sourit à quelqu'un, bah voilà, ta journée, elle se passera déjà un petit peu mieux, quoi. La machine aujourd'hui, si elle nous sourit, il n'y a pas cette énergie qui arrive à passer, enfin je trouve en tout cas, cette énergie ne passe pas encore à terme. Peut-être qu'elle arrivera à passer. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental de l'humanité. Et c'est sur quoi nous, on se repose avec The Great Village. Quant à The Wonders, les femmes qui rejoignent notre communauté sont toutes des femmes entrepreneuses engagées qui portent un projet à impact positif. Et c'est assez drôle parce que ceux sur quoi on travaille quand elles rentrent dans la communauté, ce n'est pas leur projet entrepreneurial, c'est du développement personnel. Et c'est vraiment travailler sur ces soft skills qui peuvent être voilà, la confiance en soi, l'audace, ces choses qu'en fait, si on devait comparer l'humain avec la machine, on travaille ça principalement chez l'humain parce que c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui si différent et si unique en tant qu'être humain. C'est cette possibilité voilà, de se jeter dans l'inconnu, cette possibilité d'être créatif, de créer quelque chose qui n'existe pas, de créer le futur, un futur qui n'existe pas encore sans se baser du passé. Parce qu'au final, la machine, elle crée, certes, elle apporte, mais elle crée par rapport à quelque chose qui existe déjà ou à des données qui ont été rentrées. L'humain arrive à créer sans rien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment unique et qu'on devrait développer et continuer à développer. Et ça continuera de nous rendre uniques et de nous garder a step ahead par rapport aux machines. Alors, tu parles de projet, de collectif et de création. Je pense que c'est un peu au cœur de la pédagogie d'Epitech, mon cher Quentin. Vous êtes sur une pédagogie effectivement par projet en collectif. Vous n'avez pas vraiment de prof. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pédagogie, comment ça se passe? Et puis peut-être nous donner des exemples de projets sur lesquels travaillent les étudiants. Oui, tout à fait. Du coup, comme tu l'as très bien dit, on n'a pas du tout de prof à Epitech. On travaille vraiment sur des projets. Donc, on a un projet qui tombe un lundi matin et qui rentre dans X semaines le dimanche soir. Par contre, on a quand même des personnes qui sont là pour nous assister. Donc, on a des assistants pédagogiques. Mais aussi, à Epitech La Réunion, on a la chance d'avoir cette proximité auprès du nombre de personnes dans la promotion, qui est, comme je disais, de 50 en première année, mais on a bien descendu dans les années supérieures. Donc, on a cette facilité d'accès à notre directeur pédagogique, qui est Anthony Pallas, avec on peut discuter très facilement avec lui. Et on a aussi accès à toute l'administration très facilement. C'est-à-dire que dès qu'on a une question, il y a forcément une personne qui aura une partie de la réponse au minimum à nous apporter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Et en plus de ça, le fait de travailler sur des projets directement et de ne pas écouter un cours pendant une journée entière et de devoir juste le réécrire en faisant du par cœur 2 ou 3 semaines plus tard, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est super intéressant au niveau même du développement de soi-même et de la manière de penser. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire exactement la même chose que s'il y avait juste quelque chose à réécrire sur du par cœur. On va vraiment devoir réfléchir à comment agencer le projet et comment l'amener pour qu'il atteigne le but final. Et des projets phares qu'on réalise à Epitech, donc notamment 2 projets qu'on a en première année qui sont de recréer un shell dans un terminal, donc, qui est un interpréteur de commandes. Si vous avez déjà utilisé le système d'exploitation Linux, par exemple, vous devez plus ou moins connaître. On a dû aussi recréer un jeu vidéo, donc un jeu vidéo complet qui s'appelle un MyRPG, donc, qui est un jeu vidéo de roleplay, donc avec une histoire, des personnages qui doivent évoluer dans un monde. Et donc ça, c'est des projets qu'on a dû réaliser en première année sur 1 mois à peu près pour ces 2 projets. Bien, merci beaucoup. Je n'ai pas tout compris, mon cher Quentin, mais il y a une chose qui est quand même très claire, et Fatou l'a très bien dit, c'est qu'on voit que cette pédagogie permet aussi de développer le savoir-être, parce que l'image du geek n'est pas du tout ce que tu viens de nous faire là. L'éducation, donc importante, mon cher Thomas, et vous avez un think tank sur lesquels vous travaillez, notamment sur comment finalement apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quels sont les grands axes qui ressortent de ces think tanks, du coup? Je le dis très mal, think tank. Ouais. En fait, tous les sujets qu'on a abordés là, en fait, on se pose toutes ces questions. Il y a différentes dimensions, le monde du travail. Donc, c'est assez large, en fait. Ça cadre parfaitement avec notre débat. Et donc, ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Fatou, d'ailleurs, puisque je pense qu'elle a dit quelque chose de vraiment important. On reste des animaux sociaux, quoi qu'il arrive. La machine pourra devenir toujours plus intelligente et nous aider à nous débarrasser de toutes sortes de tâches. Mais derrière, on reste des animaux sociaux, on aime bien interagir entre nous. Et un exemple, par exemple, c'est aux échecs. Certes, maintenant, la machine est plus forte que l'homme, mais en fait, est-ce qu'on s'est arrêté de jouer aux échecs? Non, on continue. Donc, c'est bien la preuve que même si la machine nous dépasse, en fait, c'est pas grave. Fine. On peut quand même vivre et profiter de la vie et s'amuser. Et même, je veux dire, on regarde le sport. OK, une voiture va plus vite qu'un être humain, mais est-ce qu'on a arrêté de faire la course? Est-ce qu'on a arrêté de faire le 100 mètres au JO? Non.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours un plaisir de voir les meilleurs êtres humains concourir aux 100 mètres au JO. Et ça restera toujours. Donc ça, c'est la force de l'homme, en fait, des êtres humains. On est des animaux sociaux, on aime bien se faire la concurrence entre nous. Et même s'il y a quelqu'un qui est plus fort, une machine, mais ça compte pas, c'est une machine. Même on a un peu une réaction de rejet. Ah non, mais ok, elle est plus forte que nous, mais ça compte pas, c'est une machine. Bah oui, parce qu'on est des êtres humains. Donc en fait, il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça. Alors la frontière va peut-être devenir de plus en plus floue avec des cyborgs ou des gens qui se font aider par la machine. Bon, on est déjà tous augmentés, hein, parce que ça, c'est aussi un grand sujet. Il y a Elon Musk qui veut nous mettre des puces dans le cerveau, mais ce qu'il explique, et il n'a pas forcément tort, c'est qu'en fait, on est déjà augmenté avec notre téléphone. On avait déjà commencé à s'augmenter avec l'écriture, parce qu'avant, c'était que la mémoire, c'était que la tradition orale. Et on pouvait faire déjà beaucoup de choses avec ça, mais ça atteignait ses limites. Avec l'écriture, là, on a pu vraiment s'augmenter. Et alors maintenant, avec le digital et avec un téléphone dans la main qui nous permet d'être connectés en tout lieu, en tout temps, et demain, avec la petite puce dans le cerveau qui peut échanger avec nos neurones pour nous rappeler, ah oui, lui, il s'appelle comme ça. Ah oui, j'avais oublié. Heureusement que la petite puce, elle me l'a dit, parce que sinon, je n'aurais pas deviné. Donc, en fait, c'est juste que, parce que c'est à l'intérieur du cerveau et pas dans notre téléphone, on voit bien la distinction. Ça nous parle. Mais en fait, conceptuellement, c'est la même chose. On est déjà augmenté. Si on nous enlève notre téléphone, notre intelligence diminue. Encore une fois, l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Vous m'enlevez mon téléphone, vous m'enlevez Internet, je peux résoudre bien moins de problèmes, hein, je vous garantis tout de suite. Déjà, je ne peux pas vous parler. Donc, en fait, on est déjà augmenté, on est déjà des cyborgs. Alors oui, je n'ai pas une jambe métallique, certes, mais en fait, on est déjà tous des cyborgs, faut le reconnaître. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une gradation, ce n'est pas un changement de nature, c'est plus un changement de degré. Comme la grenouille qui est en train de bouillir dans l'eau, qui ne s'en rend pas compte, c'est ce qui nous arrive depuis qu'on a pris un bout de bois, depuis qu'on est sapiens et qu'on a ramassé un bout de bois. D'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein, les singes aussi ramassent des bouts de bois. D'ailleurs, juste, je fais encore un petit aparté, mais une des dimensions de l'intelligence, par exemple, c'est la mémoire. Et par exemple, on vous affiche à l'écran une succession de chiffres qui clignotent et il faut taper sur ces chiffres dans le bon ordre. Figurez-vous que les chimpanzés sont meilleurs que les êtres humains à ce jeu. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est pas possible. Si, donc le jeu souvenir 1, 8, 7, 8, 3, retrouver le bon code, le digicode, retrouver le bon code, en fait, les chimpanzés sont meilleurs que les êtres humains. Donc, pour vous dire que l'intelligence, elle a quand même plein de dimensions, puisque sur celle-là, par exemple, on est moins intelligent que les chimpanzés. Donc, en fait, l'intelligence, elle est protéiforme, elle est multidimensionnelle. Et ouais, la machine elle va nous excéder dans plein de niveaux, peut-être pas tous, peut-être que si, mais même si c'est le cas, alors sauf si, oui, on n'a pas réussi à la doter d'assez de nos valeurs pour qu'elle ne nous écrase pas comme nous, on peut écraser des fourmis. Oui, mais on pourrait finalement vivre dans un monde qui était en fait celui des Romains de la Rome antique, hein, du pain et des jeux. Donc, panem and circenses. Donc, on vit, on n'a plus besoin de travailler, le pain et les jeux, exactement ça. Ça pourrait être peut-être aussi ça. Le sport, les voyages, jouir, profiter de la vie, ce sera peut-être ça, c'est peut-être pas. Alors, il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui sont menées. Si on donne aux gens un revenu universel et qu'ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sombrent dans l'alcool et la drogue? Est-ce qu'au contraire, ils en profitent pour voyager, pour créer, pour faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites? Il n'y a pas encore de réponse claire à cette question, mais il y a de très bons exemples. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de retours d'expérience positifs que négatifs, donc je suis plutôt confiant dans la nature humaine. Je me dis parce qu'il y aura toujours un sens du challenge. On pourra toujours se chauffer sur des problématiques sportives, intellectuelles, même si la machine fait mieux que nous, c'est pas grave. On pourra créer plus facilement. Donc on parlait de création, mais la machine, par exemple, demain, vous imaginez à l'époque pour Spielberg faire un film avec les effets spéciaux, les millions de dollars qu'il fallait lever. Demain, je prends mon téléphone, j'imagine une scène. Oui, alors un cheval qui court et le cheval, il a la tête de Sarkozy, puis il a la voix de Louis de Funès. Et en fait, la machine, elle va éditer l'image en temps réel. Pendant que j'explique ce que je veux, il y a l'image qui apparaît à l'écran en temps réel, le décor, le son, la voix, tout ça est synthétisé parce qu'en fait, c'est déjà quasiment possible, mais ça va apparaître. Et donc, il va y avoir des outils qui vont permettre à n'importe qui, où qu'il soit, au fin fond de n'importe quel continent, de devenir un réalisateur qui va te produire des films avec des effets spéciaux 1000 fois plus chiadés que Steven Spielberg faisait il y a 20 ans. Donc, c'est ça aussi le pouvoir d'Internet, parce qu'on critique beaucoup les GAFA, mais les GAFA, il faut reconnaître, on en est les premiers consommateurs. Amazon a apporté la baisse des prix, son Google, il y a eu des études qui ont été faites par des économistes très sérieux. Google, c'est gratuit, mais en fait, on s'est aperçu que les gens, ils seraient prêts à payer. Si on nous disait du jour au lendemain, soit tu n'as plus Google, soit tu payes, combien tu es prêt à payer? Et en fait, les gens sont prêts à payer très cher pour ça. Et tout ça, on en profite gratuitement.
Donc, en fait, il faut bien se rendre compte, il y a des inconvénients, mais il faut parfois prendre un peu de recul et s'apercevoir des avantages qu'on a à profiter de tous ces services. Aujourd'hui, une petite fille qui grandit dans un village en Afrique, qui aurait la chance d'être connectée, peut-être demain, grâce au réseau de satellites de Elon Musk, qui apporte le haut débit quasiment gratuit pour certains pays qui jusque-là n'avaient même pas Internet. Cette petite fille, en fait, elle a accès à YouTube, elle a accès à tous ces sites de online learning. En fait, elle est plus connectée que le président des États-Unis il y a 30 ans. C'est sidérant. Tout ça, ça s'est fait à l'échelle de 30-40 ans. Et sachant que les 30 prochaines années vont apporter encore plus de progrès. Ça va aller encore plus vite que ce qu'on a vécu. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Et on a la chance de vivre ça. On est vivant, on est contemporain de ce bouleversement il va se passer plus de choses dans les 100 prochaines années que depuis 300 000 ans qu'Homo sapiens est apparu sur cette terre. Et nous, on a la chance de vivre ça. C'est incroyable. Moi, demain, si j'arrête de travailler, je suis juste là pour regarder ce qui se passe, je suis content. Ça m'amuse rien que ça, de voir les news, de voir ce qui se passe. Non, c'est pas drôle tous les jours. En ce moment, c'est pas très drôle. Mais globalement, c'est quand même très, très riche de promesses. Et c'est assez ouf ce que ça permet de faire. Et je rebondis sur la créativité. En fait, on dit que tu disais, Fatou, la machine, elle n'est pas aussi créative que nous, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, par exemple, il y a eu des morceaux de musique classiques composés par des IA et on a fait écouter ça à des cobayes et ils ont dit, oh, extraordinaire, bien mieux que ci ou ci ou ça. Et après, on leur a dit que ça a été fait par l'IA, mais qu'ils sont tombés des nues. Pareil avec des peintures. On a fait une expo avec des peintures. En fait, c'était l'IA qui avait tout fait et les mecs, ils étaient émus aux larmes. Et après, tu savais que c'était Nia qui a fait ça? Ah bon? Ben ouais. Donc, qu'est-ce que c'est l'art? Moi, j'ai eu un débat avec Jacques Attali là-dessus. Qu'est-ce que c'est l'art? Est-ce que si je suis ému, c'est de l'art? Et après, il y a les puristes qui vont dire, ah non, c'est pas un être humain qui l'a fait, donc c'est pas de l'art. Ah ouais, mais c'est sûr que si tu définis l'art comme ce que les êtres humains font, la machine ne pourra jamais faire de l'art. C'est sûr, si tu joues sur la définition, c'est de la triche. Mais si pour toi, l'art, c'est ce que ça suscite chez toi, si on ne dit pas qui l'a fait, que ça t'émeut, et que tu apprends que c'est la machine qui l'a fait après, il faut être beau joueur. Il faut reconnaître que la machine, elle a créé un truc qui t'a fait kiffer, et puis c'est tout. Voilà. Et ça, c'est que le début. C'est que le début parce que, en fait, on croit que nous, on crée de rien, mais ça, c'est un mythe. On crée toujours à partir de quelque chose, on hybride toujours, on créerait. L'homme n'a jamais rien créé de zéro. On passe notre temps à copier, à hybrider. Alors, des fois, c'est très faible et des fois, on se laisse aller, mais il y a toujours une part de quelque chose et on le déforme. Et en fait, l'IA, elle peut être codée pour faire la même chose. Elle va prendre un petit quelque chose et elle va l'amplifier. On avait vu les rêves psychédéliques de Google qui avaient imaginé des images très cheloues où ils amplifiaient des petites choses. Ça, c'est que le début. Demain, l'IA, demain, l'IA, elle va générer un épisode de série en temps réel. J'arrive chez moi, je me pose, Netflix, il me crée une série sur mesure instantanément en fonction de mon humeur. Et s'il voit en voyant mon regard ou mon attitude que ça me saoule, hop, il va rebondir. Ah non, on va lui mettre une petite péripétie, là, comme ça, il va rester scotché. En temps réel, quelque chose de plus qualitatif que Game of Thrones. Dans moins de 30 ans, moi, je suis persuadé que ça existera parce qu'il y a déjà tous les building blocks qui sont en place, qui sont en train de s'aligner. Donc, il manque encore beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de data, mais en fait, on va y arriver. On va y arriver de notre vivant. C'est une question de 15-20 ans maximum. Donc, vous imaginez à l'échelle de l'humanité, 300 000 ans que l'être humain parcourt la Terre, c'est rien. Donc, non, moi, on surestime, on magnifie, on idéalise ce que c'est que la créativité. Déjà, il faudrait la définir, mais moi, je trouve que la machine peut être très, très créative, contrairement peut-être à ce que tu disais. Mais après, encore une fois, c'est une question de définition aussi. Je vais aller voir Fatou parce qu'elle disait un petit peu l'inverse. Alors, effectivement, lui, il est très enthousiasmé par l'évolution qu'il prévoit. Thomas, est-ce que toi, tu te vois vivre dans ce monde-là, justement, Fatou? T'as pas le choix. Alors, moi, je suis fatiguée en fin de journée, je m'assieds sur mon canapé et il y a une série sur mesure pour moi. Moi, je veux bien, perso. Hein. Partie-là, j'accepte. Est-ce qu'en fait, je peux choisir les parties que je veux garder? Est-ce qu'il y a un bouton où on choisit les parties de l'IA qu'on veut et les parties qu'on ne veut pas? Ouais, bien sûr. Comme tu veux. Est-ce que du coup, elle n'est pas là, l'évolution? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé du côté artificiel, on a peu parlé du côté intelligence. On sait que depuis les années 40, il y a ce qu'on appelle les intelligences multiples. Est-ce qu'elle n'est pas là, la vraie évolution? Parce qu'on parle de créativité dans l'art, on parle de créativité sur plein d'aspects différents. Est-ce qu'elle n'est pas vraiment là? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, finalement, elle peut tout faire aujourd'hui. Elle peut aller dans tout. Fatou. Ah bah oui, non mais clairement, ça on l'a bien vu, on l'a bien dit, la machine peut aller partout. Après, moi, je reste, c'est peut-être mon côté un peu puriste, mais je garde le fait que l'humanité et les humains ont quand même quelque chose de vraiment unique que n'ont pas les animaux et que n'auront jamais les machines. Et je pense que c'est un peu ce côté intangible. Et je pense aussi que c'est ce côté qu'on ne peut pas mesurer. Et du coup, vu qu'on ne peut pas le mesurer,
mais en fait, c'est difficile de mettre un doigt dessus. Et nous, on voit très bien chez The Great Village, notre métier, c'est de réaliser des rêves. Donc, déjà, une des choses qui est vraiment, vraiment unique à l'humain, c'est de rêver. C'est d'avoir cette faculté de se projeter dans un univers où il n'est pas encore. Les machines le font, mais en tissant des petits fils, etc. L'humain arrive à rêver. Et à partir de ce rêve, et à partir de cette vision qu'on se crée, il y a quelque chose qui se crée, quelque chose d'assez magique le jour où on part à la conquête de son rêve. Et nous, c'est ce qu'on apporte avec The Great Village, c'est de se dire, bah voilà, tu as besoin de telles ressources pour réaliser ton rêve, on va te le donner, tu vas réaliser ton rêve. Une fois que tu réalises ton rêve, tu te réalises. Quand tu te réalises, tu arrives à un niveau d'énergie, et c'est un peu comme quand tu arrives en haut de la pyramide de Maslow, c'est qu'en fait, tu arrives à une réalisation de toi et de soi qui est telle que tu dégages des énergies qui sont complètement uniques. J'adore la machine, je trouve qu'elle va apporter des choses complètement exceptionnelles, mais il y a ce truc de l'humain, je ne pourrais même pas vous dire qu'est-ce que c'est concrètement, parce qu'en fait, c'est juste intangible, mais qui restera propre à nous et du coup, l'outil restera un outil pour aider l'humain à atteindre ce rêve, à atteindre ce haut de la pyramide. Donc oui, oui, complètement oui aux outils digitaux, il y a l'IA éthique, mais il faut que ce soit vraiment destiné à aider les humains à réaliser leurs rêves et à atteindre cette vie idéale idéale. J'aime bien dire le mot utopie réaliste. Donc cette utopie réaliste où voilà, l'humanité prospère, la planète se développe. On n'est pas en train de surchauffer parce que la température de la planète est beaucoup trop élevée. On n'est pas là en train de suffoquer parce que l'air n'est plus respirable. Non, on a réussi à utiliser les machines pour nous aider à vraiment survivre et prospérer dans le bonheur. Parce que pour moi, l'idéal, le rêve, c'est vraiment le bonheur, quoi. Et si l'outil peut aider l'humain à arriver au bonheur, je dis oui à l'outil. Bien, on ne dit pas on se réalise à la réunion, on dit on se réalise. Petite auto-promo. Je repars sur Quentin. Quentin, parce que le temps file, on est déjà à la fin. C'était extrêmement passionnant, on n'a pas vu le temps passer. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu retires de cet échange, de cet un petit peu battle, même s'ils étaient plutôt d'accord? Et est-ce que tu as une question que tu as envie de leur poser, soit à Thomas, soit à Fatou? Moi, je reviendrai sur ce que Thomas a dit au niveau de la créativité. Je pense que oui, la machine fait déjà beaucoup de choses qui est super intéressant. Et on peut notamment se poser le test que M. Alan Turing avait mis en place, qui est de plus en plus concluant, on va dire, parce qu'il y a de moins en moins de choses qu'on peut discerner entre la machine et l'humain. Mais parfois, quand on écoute, par exemple, les morceaux qui ont été générés par l'intelligence artificielle ou alors même les tableaux qui ont été générés, il y a quand même encore certains points qui restent très discutables, notamment sur les morceaux de musique qui ont été créés, car il y a beaucoup de choses qui ne se font pas et qui ne sonnent pas très bien. Mais je pense également que ça va très, très vite avancer. Par contre, là où je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'avait dit Thomas, c'est peut-être que d'ici 30 ans, peut-être pour moi, je pense que 30 ans, c'est un petit peu trop proche encore. Après, je ne suis pas du tout spécialiste dans le milieu, mais je ne sais pas, c'est peut-être la question qui reste à se poser au niveau du délai. Dans combien de temps on pourra vraiment ne plus différencier les deux? Ah, Thomas, c'est une bonne question, ça, parce qu'effectivement, on parlait d'IA forte au tout début de la conférence. On disait que finalement, l'IA forte, elle est nécessaire sur deux aspects. D'un côté, la puissance de calcul, de l'autre côté, la masse de données. Est-ce que des géants comme Google ne sont pas très loin d'y arriver à avoir les deux volets suffisants pour créer cette IA, cette fameuse IA forte que tout le monde aimerait créer, hein, tous les pays se courent derrière pour ça? Alors, disons que déjà, comme je disais, c'est pas qu'une question. Enfin, l'histoire de la data, comme la machine peut se créer sa propre data, parfois, et en fait, on a même des IA qui maintenant, on parle de low data, c'est-à-dire qu'on peut, un peu comme un enfant qui voit une image de cheval une fois et après il sait reconnaître un cheval, il n'a pas besoin de milliards de données. Maintenant, on arrive à développer des IA qui en fait apprennent bien plus vite. Donc, il se peut que la data soit même pas aussi importante que ça, possiblement. Et je pense que d'ailleurs, OpenAI de Microsoft, je pense, est peut-être en meilleure position dernièrement, là, quand je vois leur dernier progrès, notamment avec le logiciel GPT-3 qui peut créer du texte comme ça à volonté, qui fait à peu près sens. Je pense qu'ils sont un peu en avance sur DeepMind de Google, mais je pense que ça pourrait venir d'eux. Après, attention, parce que je pense qu'on peut aller encore bien plus loin en scalant ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire toujours plus de puissance de calcul,
toujours plus de data à digérer, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens, notamment Yann Lequin de Facebook, qui expliquent qu'il faudra changer de paradigme, qu'il faudra changer de façon de concevoir la data et pas juste être dans la corrélation et l'apprentissage un peu bête et méchant. Il faudra injecter ce qu'ils appellent du symbolique, c'est-à-dire de la réflexion. Si j'ai A, alors j'ai B. Ce qu'on essayait de faire un peu à l'ancienne, c'est un peu lié à l'ancienne, qui amenait nulle part parce que prévoir tous les cas de figure en mode logique, c'était impossible. Et on s'est aperçu qu'en fait, en laissant la machine digérer de la data, elle arrive à faire bien mieux. Mais on pense maintenant aussi que ce paradigme-là, il va peut-être pas suffire. Donc déjà, il y a un grand débat sur la méthodologie. Je pense que scaler les méthodes actuelles, ça sera sans doute pas suffisant. Mais en fait, après, nous, on n'est pas des purs spécialistes. Quand on interroge les spécialistes, il y en a peut-être, on va dire, les plus grands spécialistes de l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un biais, parce que c'est aussi leur passion. Mais il y en a peut-être, on va dire, un cinquième qui considère qu'on n'arrivera jamais à égaler l'homme. L'intelligence de niveau humain, et il y en a 4/5 qui pensent qu'on y arrivera, et peut-être que la date, c'est autour de 2100. Donc la date un peu médiane, c'est 2100, avec les plus chauds qui parlent de 2029. Le plus excité, mais qui a eu un bon track record jusqu'à maintenant de Ray Kurzweil, qui est un dingue très très intelligent, et qui a fait toutes sortes de prédictions très loufoques jusque-là, qui se sont révélées exactes. Donc tout ce qu'il avait prévu là, sur ces 30 dernières années, ça s'est bien passé comme prévu. Et là, par contre, sa grosse prédiction, c'est qu'en 2029, on a l'intelligence artificielle qui atteint le niveau humain. Et d'ailleurs, pour mieux la dépasser derrière, parce que je veux dire, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à. Parce que nous, on est limité par notre boîte crânienne pour toutes sortes de raisons. Il faut bien pouvoir que la maman elle puisse accoucher, donc on n'a pas le cerveau qui a grossi comme dans les films de science-fiction. Mais on peut imaginer que, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et donc, on peut imaginer des niveaux d'intelligence encore plus évolués, tellement évolués que ça ne nous parlera même plus, on ne comprendra même plus ce que ça veut dire. Il faut juste espérer qu'ils seront plutôt écologistes, qui nous écrabouilleront pas, parce qu'ils nous ont trouvé un peu trop arrogants peut-être sur la fin, je sais pas, mais c'est vrai, si vous avez des IA tellement, imaginez, tu parlais du bonheur, Fatou, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, la finalité, c'est le bonheur. Il faut qu'on soit heureux. Genre, ça sert à quoi d'être riche, si on n'est pas heureux? Ça sert à quoi d'être heureux si les autres ils sont malheureux? La clé, c'est le bonheur. Mais imaginez une IA qui est tellement intelligente, elle fait de la philosophie au 18e degré, et elle finit par conclure que le bonheur, ça n'existe pas. Ben là, on n'est pas dans la merde. Et là, elle non, pourquoi je vais perdre mon temps à ça? Je vais faire d'autres calculs. Et là, on est foutu, quoi. Donc, en fait, on maîtrise pas tout. Mais là, je pousse un peu loin. C'est très, 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 très futuriste. Mais c'est pas exclure parce que, encore une fois, nous, on est quand même des animaux sociaux un peu bizarres. Pourquoi il y aurait besoin d'être aussi social? Parce que nous, on a évolué en groupe, il fallait survivre. Sinon, la maman, on a besoin d'avoir de parents qui s'occupent de nous. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire dans la nature comme ça? On a besoin de vivre en petite tribu. On a toujours cet aspect tribal. En fait, notre culture a évolué, mais nos gènes, en fait, nos gènes, peu ou prou, on a toujours des gènes de groupes humains qui vivaient en tribu de 15-20. On le voit encore aujourd'hui, les logiques tribales, elles prévalent partout, malheureusement, et les réseaux sociaux peuvent le renforcer. En fait, une intelligence artificielle supérieure, elle n'aurait pas eu tout besoin d'être comme ça. Elle pourrait être très solitaire, ou alors elle pourrait fusionner, en fait. Tous les agents ultra intelligents, ils pourraient fusionner pour faire une espèce de réseau, pour ne former qu'un, en fait, une espèce d'unicité en étant présent partout. C'est des configurations d'intelligence à laquelle nous, on n'est pas préparés, parce que nous, on a une espèce d'unicité, on peut être à un seul endroit au même moment. Mais si, par exemple, moi, mon intelligence, je la duplique dans le cloud, en fait, je peux aussi la multiplier par 2. Donc, j'ai un Thomas, en fait, j'ai 2 Thomas, et chacun va évoluer avec ses propres expériences sur le web et ailleurs, et donc, ça donne lieu à une infinité de Thomas, mais c'est un délire. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu penser à ça parce qu'il y a l'unicité de l'esprit et du corps. Et puis quand on est mort, c'est terminé. Mais si demain, on peut cloner son intelligence, l'intelligence, elle n'a pas besoin d'être unique. Elle peut ou ne pas l'être. Et ça perturbe nos schémas de pensée. On n'est pas du tout préparé pour penser à ça. On ne comprend pas. Donc en fait, il faut être très, très humble, je pense, sur ce que c'est que l'intelligence et sur qui on est, nous. Oui, on est les plus intelligents sur cette planète à ce jour. Mais bon, on voit bien qu'un petit virus de rien du tout, vous imaginez un petit virus de rien du tout, microscopique, qui n'a fait que se dupliquer, doubler, réplication, x2, 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 exponentielle en 1 an. Regardez le bazar que ça cause sur la planète, un virus microscopique. Donc, il faut rester humble aussi, de ce point de vue-là. Que ce soit par le bas avec ces petits virus ou par le haut avec une IA qui pourrait nous dépasser. Non, c'est un continuum. Nous, on est là, mais il ne faut pas trop se la raconter.
Merci pour cette conclusion très philosophique, mon cher Thomas. Fatou, je te laisse le mot de la fin. On va essayer d'y mettre un peu de sagesse après cette philosophie. Je réponds à la question, hein, l'intelligence artificielle à portée de main. Donc la réponse est clairement oui. Meilleur allié de l'homme. Est-ce qu'on a vraiment le choix aujourd'hui? J'en suis pas convaincu. Par contre, on conclut qu'elle doit être éthique. C'est ça, hein. Oui, exactement. Pour moi, l'IA, c'est clairement un outil dont l'humain a besoin. Mais cet outil doit être vraiment au service de créer le bonheur des humains. Moi, je terminerai sur ça. Donc, du coup, le bonheur des humains dit social, économique, impact social, économique et environnemental grâce à la machine et grâce à l'éthique. Bien, sur cette belle parole de bonheur et de bien-être au commun, on va conclure. Merci. Mon cher Quentin, tu veux un petit mot de la fin toi aussi ou pas avant qu'on se quitte? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ça a été très enrichissant et merci aux deux invités qui ont parlé des choses très intéressantes, je trouve, et développer un petit peu les connaissances de tout le monde sur Eh bien, merci. En tout cas, Fatou Ndiaye et Thomas Gestin, un immense merci au nom de toutes les équipes de Digital Réunion dans le cadre de ce Nexi 2020. À très bientôt. Bonne soirée à tous et je crois que ça poursuit, donc à très vite.